Bien, en tout cas, chers intervenants, merci beaucoup pour ce partage. Des présentations qui ont captivé le public, puisque vous avez vu, là en plus on avait un peu plus de temps pour les questions, donc il y a eu de nombreux échanges. Et l'idée c'est de poursuivre un petit peu et de voir comment chacun d'entre vous aborde une même problématique, une même question, à travers le prisme de son expérience. Et la première question qu'on aurait envie de vous poser, c'est justement, à travers toutes les pratiques innovantes que vous avez utilisées, est-ce que vous auriez l'impression qu'elles sont spécifiques à une discipline, à une thématique, ou au contraire, est-ce qu'on peut envisager en fait une reproductibilité dans d'autres domaines, dans d'autres matières, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, est-ce que vous auriez un avis à partager avec nous sur cette question? Concernant ce que je vous ai présenté aujourd'hui, la pédagogie par le jeu, je ne vois pas de barrière. Non, ça peut s'adapter à toutes les disciplines. Voilà. Après, je fais d'autres choses, pédagogie par projet aussi, classe inversée, renversée. Je sais pas, quelqu'un a quelque chose qui s'opposerait, parce que moi je vois pas. Vous avez le droit d'être d'accord, hein. Mais Je justement, le il y a... suis. Ah, d'accord, ok, très bien. Je pense qu'il y a une partie de convergence, de partageabilité, une autre partie aussi d'adaptation à nos disciplines. Voilà, il a les deux. Je pense qu'on essaie à chaque fois d'aller dans les deux sens. Après, c'est vrai que pour les objets médiatiques, c'est très facilement appropriable dans d'autres disciplines. Donc, dès l'école, voilà, c'est... Donc, oui, non, pas de barrière, mais plutôt de vases communicants et adaptés à nos besoins, finalement, à nos difficultés, comme était celle de l'histoire du signe, de l'abstraction du signe. Voilà, c'est des adaptations. Comme pour les corps, le cœur, c'est assez complexe comme matière. Ouais, ouais. Les cerveaux. Je rejoins également les collègues. Après, j'ai quand même envie de dire qu'en fonction du domaine abordé et du niveau de subjectivité, d'abstraction qu'il y a par rapport aux notions à transmettre, il y a peut-être certaines pédagogies qui vont être plus difficiles à implémenter, en tout cas peut-être pas déployables à chaque temps de l'apprentissage. Effectivement, comme nous a présenté Mathilde, lorsqu'il s'agit de faire de la vérification de l'évaluation, de revoir les connaissances, eh bien, c'est peut-être plus facile à aborder que vraiment de l'apprentissage, et à plus forte raison sur certaines thématiques qui vont être très abstraites. Donc oui, sûrement que toutes les pédagogies peuvent être déclinées en fonction des sujets, mais l'effort qu'il faudra faire pour pouvoir le mettre en place, à mon avis, ne sera pas le même. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, ça nous interroge sur la place de l'enseignant, la posture de l'enseignant par rapport justement à ces approches-là. L'enseignant qui historiquement est le sachant, celui qui finalement est le seul qui possède la connaissance ou les compétences. Et on a l'impression en vous écoutant qu'on renverse encore une fois ce processus. Vous avez carrément dit mettre l'élève au niveau de l'enseignant, je crois, hein. J'avais relevé cette petite phrase. Alors du coup, est-ce que vous pensez qu'on a fait ça justement dans chacune de vos expériences, ou alors que non, on a quand même une part importante qui est laissée à un enseignement transmissif et que c'est pas exclusif? Oui. Je parlais de ça en référence à Paulo Freire, mais je pense que, bien évidemment, il a des connaissances à transmettre, donc il a toujours une position hiérarchique, voire voilà, des rapports de domination, de force. On ne peut pas nier tout ça, hein, ça passe par des représentations, mais on est là pour eux. Donc finalement, si ça ne marche pas, il faut tout revoir, il faut tout refaire. Donc il faut être à l'écoute et tout repenser si on voit que la méthode n'était pas la bonne. Et c'est en fait, c'est la raison pour laquelle finalement je suis partie sur ces objets-là, parce que je voyais très clairement que parler d'éco, Barthes, Peirce, etc., ça ne les parlait pas. Je ne pouvais pas rester que dans les textes, la théorie, etc. Il fallait trouver, comme a dit notre collègue aussi, trouver des manières qu'ils s'affectent, qu'ils se sentent affectés, qu'ils puissent mémoriser. Donc finalement, oui, il y a une transmission, donc rapport hiérarchique, mais le but de notre transmission, ce sont eux, donc il faut inverser, il faut faire en sorte de les rendre maîtres
de l'enseignement aussi. Oui, du coup, c'est de trouver la bonne distance pour ne pas être trop loin, pour du coup ne pas les perdre, entre guillemets, et puis ne pas non plus trop les laisser aller devant, de risque à ce qu'ils se perdent aussi, puisque du coup, il n'y a pas l'accompagnement qu'il faut. Alors du coup, c'est une prise de risque pour l'enseignant, puisque du coup, parfois, ça nous amène sur des chemins qu'on a nous-mêmes peut-être pas forcément bien balisés avant, mais du coup, je trouve qu'il est enrichissant dans cette démarche-là, pour l'avoir fait quelques fois avec les étudiants, c'est des fois de l'honnêteté, et puis de montrer aussi comment on peut s'adapter, réagir, et montrer que voilà, c'est des compétences aussi qui vont être attendues de leur côté. Donc, mais oui, ça peut être des fois un peu déroutant. Oui, et donc moi j'ai complètement changé de posture d'enseignant entre le moment où j'ai commencé à enseigner, où je prenais un bouquin et je faisais mon cours, hein. Et maintenant, et j'apprécie beaucoup, alors je me vois plus comme un coach en fait, un accompagnant. J'adore les observer, je trouve qu'on en apprend énormément quand on est justement, c'est eux qui sont actifs et nous on est un peu en retrait. Et on les observe et on peut du coup plus facilement voir où sont les blocages, où sont les points de blocage et pouvoir les accompagner au bon moment sur les bons points. Oui, je pense qu'on n'a plus le même public non plus. Donc on est un peu obligé de s'adapter à ce public. Et c'est bien en fait, hein, on est obligé de se remettre un peu en cause, ça fait du bien. Voilà, après concernant la classe renversée, alors là c'est vraiment le summum de changement de posture de l'enseignant, où en fait c'est les étudiants qui font le cours, c'est les étudiants qui conçoivent les examens et même qui corrigent l'examen. Donc là, moi je l'ai fait en Master MEF, mais en deuxième année, donc avec ceux qui avaient échoué au concours la première année, ça servait à rien de leur refaire des cours, refaire la même chose. Et donc c'est eux qui faisaient les cours, c'est eux qui faisaient les CAPES blancs, c'est eux qui les corrigeaient. Et voilà, au moins ils étaient actifs, ça fonctionnait très bien. Après, le faire avec d'autres publics, c'est compliqué. Voilà. Je pense qu'ils ont quand même besoin d'un sachant encore, hein, d'un professeur qui est au-dessus. Je rejoins effectivement l'avis des collègues. Tout de suite une question de positionnement de l'enseignant en fonction de son public. Et pour pouvoir exprès aller dans la contradiction, effectivement, à l'heure actuelle, on voit que dans les niveaux plus primaire-secondaire, la position de l'enseignant est parfois mise à mal avec une remise en question de... quelque part de son savoir, où parfois les enseignants sont pris à partie par les élèves et parfois les parents qui reconnaissent moins son rôle. Donc si je devais me faire l'avocat du diable, j'ai envie de dire qu'il y a quand même une prise de risque effectivement qui passe de la primaire au secondaire et qui a un risque d'arriver ensuite dans le supérieur. Donc à l'heure actuelle, c'est évident que la posture va être plus risquée en L1 qu'en M2. Voilà. Donc, c'est fortement lié avec le niveau d'autonomie et de maturité du public qu'on va avoir en face. Plus le public est autonome et mature, et plus évidemment, ce n'est pas un problème de pouvoir basculer de position. Par contre, si on est dans des L1 gros effectifs, en fonction du niveau de maturité du public, la prise de risque sera peut-être plus grande. Et dans ces cas-là, oui, je pense qu'il faudra faire attention à ce que l'on pourra mettre en place. Oui, ils ne le font pas exprès, mais au final, il faut réussir à gérer quand même. Ils ne comprennent pas ce changement de posture qu'on peut avoir. Oui. Alors justement, c'était l'objet de la question d'après, donc je vous promets qu'on n'a pas répété. C'est justement la question de la prise de risque, puisque quelque part, chaque fois que vous allez décider de prendre une initiative pour innover dans la pédagogie, il y a une prise de risque, donc éventuellement un stress que ça ne se passe pas comme prévu. Et je me demandais justement comment est-ce que vous avez géré ça. Est-ce que déjà vous avez rencontré ce stress et est-ce que vous avez mis au point des mécanismes, des processus pour justement limiter le risque et le stress que vous pourriez partager à notre public pour le cas où il voudrait justement reproduire ce que vous avez expérimenté dans ce contexte.
C'était tellement stressant que vous ne voulez pas en parler. Non, alors moi j'ai l'avantage d'avoir le parcours adapté. Alors du coup, c'est un terrain de jeu génial parce que c'est des étudiants voilà, qui ne sont pas nombreux, que je connais bien, et ils savent qui sont mes cobayes. Donc je leur présente clairement qu'ils sont là pour expérimenter quelque chose, et ça les implique, et ils savent qu'ils doivent me faire un retour derrière. Donc généralement, je teste avec eux. Si ça se passe bien, je passe à plus grands effectifs. Et puis après, comme tout à l'heure, je vous disais, voilà, quand j'ai eu un étudiant qui s'est opposé à jouer à un jeu de société, il faut avoir un plan B. Hein. Il faut voilà, avoir déjà un petit peu pensé à ce qu'on peut mettre en place. Oui, c'est ça. Moi aussi, du coup, j'ai l'occasion d'avoir des petites promotions, donc avec plutôt un bon contact. Et puis, effectivement, je suis transparent, c'est-à-dire que j'exprime que c'est une première fois, enfin, qu'on teste, et que, voilà, du coup, demander un peu de clémence, on va dire, et puis dans l'intérêt aussi de faire évoluer les pratiques, c'est-à-dire que de montrer que c'est dans leur intérêt au final, et donc voilà. Donc, mais le stress, effectivement, il est là, et puis on n'est jamais à l'abri, effectivement, de surprises, et il faut s'adapter. Mais, Ouais, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter parce que j'ai toujours des énormes effectifs, donc je peux pas trop oser. Je me permets pas de prendre des risques. À la limite, au lycée, pour l'éducation aux médias, là oui, on pouvait se laisser un peu plus aller dans ce sens-là, les faire construire les programmes, etc., avec des risques, par exemple, de propos radicaux ou politiquement corrects, des choses comme ça. Mais finalement, ça n'a pas dérapé. Et à l'université, malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de travailler avec des petits groupes. Donc, voilà. Merci. En fait, généralement, la prise de risque, elle est calculée. Bon, là, c'est plutôt un témoignage dans mon cas, hein, mais c'est très rare que j'expérimente pour la première fois un nouveau public, un nouveau type de pédagogie. Généralement, il va s'agir d'un cours que j'ai donné de façon classique, peut-être transmissive. Lorsque j'ai suffisamment de recul dessus, je vais prendre une partie des groupes sur lesquels je vais les mettre comme cobayes de mon expérimentation. Ce qui fait que j'ai deux avantages. Premièrement, si ça ne marche vraiment pas, je peux rebasculer sur la modalité classique. Deuxièmement, j'ai les années d'avant où, globalement, qui m'ont permis de jauger quel type de public j'ai à faire. Et troisièmement, ça me permet de comparer un échantillon qui aura été effectivement cobaye de cette expérimentation par rapport à ma solution classique pour une même année. Donc jusqu'à présent, effectivement, ça s'est plutôt bien passé, et ce qui m'a permis d'étendre ensuite le dispositif à un plus grand nombre de groupes. Mais le jour où j'ai un public qui, d'une année sur l'autre, est extrêmement différent et complètement hétérogène d'un groupe à l'autre, c'est sûr que je me ferai avoir. Voilà. Mais globalement, le passage à l'expérimentation, je pense qu'il y a moyen de le cadrer, justement par le fait que, à moins d'être vraiment très aventureux, on ne le bascule pas immédiatement. D'accord. Merci beaucoup. Et bien justement, ça nous amène à une question un petit peu complémentaire à celle-ci. C'est celle justement de la place du constructivisme ou du socio-constructivisme. Ça se ressent à travers vos exposés, en particulier celui de Madame Grassi, puisque vous avez dit vous-même le mot tout à l'heure, vous avez dit « je me sens coach ». Donc clairement, vous mettez les étudiants en situation de vivre une expérience, et c'est à partir de cette expérience qu'ils vont se construire eux-mêmes des connaissances et des compétences. Du coup, est-ce que d'une part, vous pensez qu'on peut faire tous les enseignements sur un tel mode, donc constructivisme, socio-constructivisme, et est-ce qu'il reste beaucoup de place pour du transmissif dans un monde idéal ? La question peut paraître anodine, puisque le transmissif, c'est ce qu'on connaît, par exemple, pour apprendre des tables de multiplication. Il n'y a pas 36 solutions. Vous connaissez la chanson, une fois 1, 2 fois 1, tout ça. Là, l'idée, c'est justement de faire un petit peu autre chose. Et c'est globalement quand même quelque chose qui transparaît dans vos 3 présentations. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut échapper, sachant que Moodle pousse très fortement au constructivisme ou au socio-constructivisme, puisque par exemple, quand on crée par défaut un test dans Moodle,
il affiche la note à la fin, si c'est des QCM. Donc ça, c'est vraiment l'idée que l'étudiant s'améliore en répétant plusieurs fois la même évaluation. Alors, c'est vrai que personnellement, moi, je décoche tout ça, puisque la note, elle va servir à la fin pour le jury, elle ne va pas servir à s'entraîner. Mais voilà, justement, ce serait intéressant d'avoir vos avis sur cette question-là. Donc, est-ce que socio-constructivisme forever, ou alors est-ce que le transmissif a encore de la place? Je commence. Pas de problème. Un petit peu comme ce que j'exprimais avec cette idée de progression, on aura tendance à commencer par faire du transmissif, parce que quelque part, ça reste une des méthodes les plus traditionnelles et les plus directes à mettre en place. Ça permet aussi de mieux cadrer finalement ce que le public apprendra et les retours qu'on aura. Et dans un deuxième temps, essayer de partir sur quelque chose avec un petit peu plus de co-construit. Donc, dans ce cadre, je vois finalement le transmissif comme étant une étape pour aller vers le socio-constructivisme ou le constructivisme. Par ailleurs, on le sait en regardant dans les dispositifs type classe prépa, que quand on est sur un temps extrêmement limité avec un public peut-être un petit peu élitiste, ça reste la solution la plus rapide à mettre en place, puisque de la même façon que ça va prendre du temps aux enseignants, ça va prendre du temps aussi aux apprenants de tenter d'autres méthodologies. Donc, pour moi, tant qu'il y aura des filières élitistes et que l'humain sera différent, dans un certain cadre, les machines d'organismes de formation resteront quand même un peu des dispositifs à sélectionner des étudiants adaptés au transmissif. Voilà. Alors, je vais peut-être décaler un peu, déplacer un peu la question. Puisque quand vous dites constructivisme ou socio-constructivisme, je le vois d'une autre façon. C'est-à-dire, en ce qui concerne par exemple les discours et les images médiatiques, on travaille beaucoup sur cette idée que les discours et les images, déjà, ils sont rendus possibles par cette société, cet ensemble de normes, de règles, de lois, de croyances, etc., etc. Et puis, ces discours-là, une fois qu'ils sont dits, contredits, qu'ils circulent, qu'ils vont créer de la polémique, être repris par les médias, etc., ils vont à nouveau reconstruire, refaçonner cette société. Donc, cette idée des discours qui sont construits par la société, qui vont ensuite la façonner à nouveau. Donc, cette circulation infinie. Donc, c'est par là où je prends un peu cette idée du socio-constructivisme. Pour les discours, voilà, on en parle énormément, mais on pourrait dire la même chose des images. Du coup, voilà, c'est un peu par là que je prends les choses. D'ailleurs, que je travaille avec les étudiants en essayant de leur dire, par exemple, prenons les cas d'une insulte. Une insulte, oui, ça fait mal, c'est politiquement correct, on n'attend pas ça d'un collègue, d'un camarade. Mais pour le coup, le fait que cette insulte a été dit, que les préjugés, la discrimination a été verbalisée, ça donne aussi à la personne la chance de réagir, de contredire, de s'imposer, de critiquer et de dire basta, voilà. Donc en fait, finalement, c'est comme ça un peu que je prends les choses, c'est-à-dire constructivisme, oui, mais dans le sens où nos discours et nos images médiatiques sont rendus possibles par cette société, ils vont ensuite intervenir, changer ou alors renforcer les stéréotypes, les idées communes de cette société. Donc voilà comment je prends un peu les choses. Mais je n'ai pas vraiment répondu à votre question, j'ai l'impression. Ah, mais l'essentiel est d'avoir un point de vue justement intéressant. Du coup, pareil, un autre point de vue, je me demande aussi si on est en mesure de transmettre d'amener à l'acquisition de toutes les compétences rien que par le transmissif en fait. C'est-à-dire que forcément, je pense que dans les études supérieures, on attend l'acquisition de certaines compétences, on va dire d'un niveau supérieur du coup, avec des capacités d'analyse, d'esprit critique, de capacité à débattre et à critiquer les choses. Et ça, je pense pas que ça puisse se faire uniquement en transmissif. Et du coup,
d'autres types d'activités qui permettraient justement d'avoir d'autres compétences travaillées, quoi. Oui, je te rejoins. Pour valider une compétence, il faut être en situation. Donc, avec le transmissif, c'est compliqué. Maintenant, moi, je pense, enfin, c'est mon avis, hein, ce que j'aime bien, c'est quand même commencer par du transmissif, parce qu'il y a quand même des choses à savoir pour comprendre. En biologie, en tout cas, il y a des phénomènes, des processus, des mécanismes à comprendre au niveau de l'organisme, de l'organe, de la cellule, des molécules. Donc, il faut quand même qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de leur donner des exemples de fonctionnement et qu'ensuite, ils puissent les adapter à d'autres systèmes. Donc, je leur fais le système cardiovasculaire, mais ils doivent être capables de faire tout seul le système respiratoire, par exemple. Ce sera les mêmes mécanismes. Voilà, pour moi, c'est des histoires. Hein, donc, ce que j'aime faire, c'est leur donner... je fais un cours de neurologie au 2e semestre, donc je leur donne quelques cours. Alors souvent, je leur fais des cours qui sont imposés et d'autres cours que je leur laisse choisir quels cours ils veulent, en fait, pour que commencent à s'approprier un petit peu. Et puis ensuite, ils sont sur un projet qu'ils choisissent. Et là, c'est à eux de s'approprier complètement. C'est la même chose, mais de le transposer à un autre sujet, en fait. Donc je pense que le transmissif a toujours sa place, pour moi plutôt au départ, et qu'ensuite on les amène vers une autonomie et une mise en situation pour valider des compétences. Ah bah écoutez, merci beaucoup. Effectivement, c'est une réponse qui, quelque part, est un peu rassurante, finalement, sur le fait qu'on ait toujours un choix, qu'on soit assez libre, finalement, pour choisir une approche pédagogique. Je pense qu'on peut prendre quelques minutes pour proposer à la salle de poser des questions à nos intervenants. Qui voudrait échanger, proposer une question donc, qui sera traitée par nos 4 intervenants. Ou donner vos réponses. Oui, on peut faire ça aussi, tout à fait. Oui, bon, d'accord. Tout le monde est fatigué. Alors, du coup, moi j'en ai encore, désolé. Et justement, je me posais la question du format approprié pour innover en termes de pédagogie, puisque finalement on a évoqué plusieurs configurations différentes, aussi bien ce matin que cet après-midi, finalement. Et je voulais savoir, d'après vous, quelle serait la configuration la plus optimale et la plus favorable finalement à innover en matière de pédagogie. On a parlé de petits groupes, on a parlé au contraire de grands groupes, d'interactivité, de ce que le numérique permettait de faire ou de ne pas faire. Vous avez dit, Madame Grassi, par exemple, qu'une des difficultés que vous aviez rencontrées, c'est le fait qu'il fallait 10 boîtes de jeux, donc il fallait les construire, les assembler. Du coup, voilà, est-ce que... donc vous êtes 4, est-ce que vous avez une idée à partager avec nous, individuelle bien sûr, cette idée sur les meilleures conditions possibles pour pouvoir innover pédagogiquement? Je pense en même temps que je parle. Hein, donc les petits groupes, peut-être aussi, ce qui rend les choses difficiles, c'est quand les classes sont très hétérogènes. Je ne sais pas, des conditions optimales pour l'expérimentation. Je pense à une bonne connaissance du public. Enfin, je reviens là-dessus, mais c'est vrai que pour l'avoir vécu un petit peu au démarrage, c'est vrai que quand on n'a pas bien conscience de ce qui pose souvent problème, c'est vrai qu'il faut quand même une certaine expérience, à mon sens, pour avoir un peu de recul sur la discipline, sur le public, et d'avoir une meilleure appréhension de ce qui pourrait aider ou pas. Du coup, c'est compliqué d'innover en entrant directement. Voilà. Ça, c'est mon ressenti, mon expérience personnelle. Après, je dirais qu'il y a aussi des conditions, toujours dans l'optique de l'hétérogénéité, les conditions matérielles des étudiants pour bosser chez eux, réviser, etc. Donc, idéalement, quand on travaille avec une classe hétérogène, l'idéal, ce serait de tout faire en cours. Pour que tout le monde puisse avancer ensemble. Donc voilà, c'est un peu... je pense toujours aux difficultés, donc j'arrive pas à penser aux conditions idéales.
Moi, les conditions presque idéales, je les ai en parcours adapté, où on a un petit groupe, où on a une salle à nous, donc que j'ai pu équiper avec du matériel mobile, des tables colorées, voilà. Donc tout un environnement qui est agréable. C'est une salle, je leur laisse l'accès à la salle, donc ils peuvent aller travailler dedans en dehors de leurs heures de cours, donc ils peuvent se réunir. Ça, c'est important pour qu'il y ait un groupe qui se forme. Ils peuvent travailler ensemble, ils peuvent réviser ensemble. Donc je pense qu'on n'est pas loin des conditions idéales. Donc si on pouvait faire ça pour tous les étudiants, ce serait fantastique. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Après, effectivement, conditions matérielles, peut-être que là déjà, grâce à cette journée, je rencontre des gens qui ont des compétences qui vont pouvoir m'être utiles, du matériel, des Fab Labs, des choses comme ça. Donc je pense que des échanges comme ça entre collègues, il faut qu'on en ait plus, parce qu'à chaque fois, c'est très enrichissant. Donc voilà. Merci. Bon, évidemment, je rejoins totalement les propos des collègues, sans surprise. Je rajoute que c'est un exercice quand même très compliqué par rapport à la question, puisque généralement, dans une démarche d'innovation pédagogique, on part généralement des conditions de terrain, de base, pour pouvoir en déduire une structure d'innovation, et que là, on nous propose de faire exactement l'exercice inverse. Donc forcément, c'est assez compliqué. Après, quelque part, la présentation où je vous ai délivré quelques clés pour les facteurs d'innovation, c'est-à-dire les facteurs déclencheurs qui pousseraient les enseignants, permet de décrire certains des éléments de cet environnement idéal. Le premier qui ressortait, on avait vu, c'était de disposer de plus de temps. Donc, indépendamment des facteurs matériels, on avait vu que de donner du temps aux enseignants, ça compte beaucoup. Et après, c'était les autres facteurs qui étaient déclinés, donc d'avoir du matériel, d'avoir des espaces, d'avoir un certain nombre d'accompagnements à la disposition. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui vont réaliser ces conditions idéales. Et on en a vu quelques-uns cet après-midi. Et pour compléter, je trouve qu'on est quand même dans de très bonnes conditions. Moi, j'étais à Paris-Sorbonne Université avant. J'ai jamais eu droit à toutes les formations que j'ai pu suivre en arrivant ici. Donc, merci. Et si je peux me permettre à mon niveau, peut-être une valorisation également de ces actions. Parce que, alors moi je suis ravie d'être là aujourd'hui, de voir qu'il y a des collègues qui font également de l'innovation, qui mettent en place des innovations pédagogiques dans le cadre de leur formation. Je me sentais un peu toute seule. Un peu, il faut l'avouer, mouton noir, parce que comment ça, tu fais de l'innovation pédagogique, mais c'est dans le cadre de tes cours. Oui, tout à fait. Et ça marche, ça a du succès. D'ailleurs, pour les collègues enseignants, profitez du congé pour projet pédagogique. Il n'y a pas que le CRCT, il y a aussi le congé pour projet pédagogique. Je suis en congé pour projet pédagogique cette année. Et l'objectif, d'essaimer ce que je mets en place au sein de la faculté de droit et économie en L3ES, au sein des autres composantes. Mais c'est un travail, c'est laborieux, parce qu'effectivement, les collègues n'ont pas tous le temps. Donc peut-être, monsieur le vice-président, ce matin, il y en avait 2 de vice-présidents, 1 président, on aurait dû le dire à ce moment-là. Peut-être une valorisation de ces actions-là, je ne sais pas de quelle façon, à vous de trouver les idées, pour que ce soit aussi autant valorisé que la recherche, parce que ça prend du temps, et quand on voit le résultat, des fois on se dit ça n'en vaut pas la peine. Voilà, et puis le valoriser auprès des autres étudiants, de leur dire effectivement, lorsqu'il y a des innovations de ce genre, c'est un investissement que nous faisons, et c'est important pour vous, ça permet de mieux apprendre, donc de valoriser aussi l'impact que cela peut avoir. Et je crois que j'avais tout dit. Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on est d'accord sur ces aspects-là. Et c'est un peu la tendance. Déjà, effectivement, la création du congé pour projet pédagogique, c'est un signe qui vient quand même du national sur le fait qu'on est incité à faire ça, à aller dans cette direction, et que ce soit pris en compte dans nos carrières, en réalité. Donc on a des collègues qui, depuis déjà plus de 10 ans, essaient d'aller dans cette direction. Donc ce serait la suite logique,
qu'il y ait une reconnaissance plus grande. Voilà. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Merci à toutes et tous. Et je pense que nous allons pouvoir clôturer la journée.